Sunday Night Production. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, l'émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Manzanini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. Aujourd'hui, je suis à Lyon, je suis avec Camille. Bonjour Camille. Salut Arnaud. Eh bien, on va faire un nouvel épisode ensemble sur la capsule santé, sur un sujet qui est important. Ça pourrait presque être une consultation parce que ça m'intéresse au plus haut point. C'est le sujet, l'équilibre. Comment trouver le bon équilibre entre le travail, la vie sportive, la vie professionnelle, la vie sociale. Donc voilà, comment trouver le bon équilibre, comment concilier nos différents engagements avec notre passion. C'est un sujet passionnant, intéressant. On va devoir probablement se limiter, parce que sinon on va y passer des heures. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire, Camille, en introduction de cet épisode ? Je pense qu'on le sait, on est tous cyclistes et trouver cet équilibre, c'est un vrai défi parce que les journées de travail sont longues, on a souvent des responsabilités, on a une vie de famille, on a des proches. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver ce point d'équilibre en vous donnant des infos, des outils, des idées. Et puis surtout, ce qu'on a envie sur cet épisode, c'est de le partager avec vous. On est sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui ont mis en place des stratégies qui sont très efficaces. Donc, on vous attend en commentaire sur Insta, à l'écoute du podcast. Et on adorerait aussi avoir vos trucs et astuces et peut-être faire un épisode sur chacun nous raconte sa petite routine et on pourrait faire un épisode de témoignage là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous raconter. Moi, j'ai beaucoup de mal. Je te cache pas que quand j'ai vu le titre de l'épisode, je me suis dit, bon là, validé, c'est bon, ça, il faut le faire parce que j'ai besoin, j'en ai conscience, comme probablement beaucoup d'auditrices et d'auditeurs. Mais derrière, j'ai beau tester différentes stratégie, à un moment donné, tu vois, encore la semaine dernière, c'est pas la semaine dernière, c'est au moment où on enregistre cet épisode, j'étais à Montpellier il y a quelques jours, et j'ai une personne qui me pose la question, et tes activités, c'est combien de jours sur 7 jours ? Et je lui ai répondu, c'est 9 sur 7, tu vois, c'est 9 sur 7, c'est-à-dire que tu bosses le soir, la nuit, et ça, c'est pas viable, et ce que je ne veux surtout pas, c'est retomber dans les travers de l'année passée, choper une bonne salmonelle au mois d'août, tu vois. Je ne veux pas reproduire ça. Donc cet épisode m'intéresse au plus haut point. Donc j'ai mon carnet de notes. Je suis prêt à consciencieusement bien noter tout ça, tous les conseils que tu vas tout donner. Et par quoi est-ce que tu souhaites commencer ? Par quel conseil tu souhaites commencer, Camille ? Alors, on va commencer par le socle, je pense, qui est la planification et la gestion du temps. Ça, je m'en sors bien, parce que mais par contre, je planifie beaucoup trop de choses. Parce que t'as pas le choix. Ouais. Par contre, je planifie beaucoup trop de choses. Bon, déjà, moi, je pense que... Moi, je suis une fan de Google Agenda, mais s'il y a des gens qui préfèrent un calendrier papier, ça marche aussi. Mais c'est vrai que de tout temps, l'expérience d'avoir vraiment des créneaux de travail, donc des créneaux sur lesquels on va pas prendre d'appel, pas faire de réunion, pas faire... En gros, moi, je suis assez monotâche et je pense que c'est le secret de notre cerveau. J'en ai déjà parlé, il y a un bouquin qui s'appelle Deep Work de Cal Newport qui est vraiment là-dessus et qui est super essentiel si vous cherchez des pistes pour mieux structurer votre vie, être moins en stress tout le temps, pas avoir cette sensation d'être débordé. Deep Work, c'est une bonne piste, mais simplement, s'il faut en retirer un truc, c'est vraiment... faire des blocs en fait. Un Google Agenda, c'est bien pour ça. Moi, j'ai des blocs par couleur. Donc, il y a des blocs qui sont réservés à des phases de travail profondes où je suis en train d'écrire, par exemple pour le podcast, ou je travaille sur d'autres projets de manière non interrompue. Mon téléphone est en mode concentration et je bosse. Et je fais exactement pareil avec les séances de vélo. C'est bien marqué tous les jours. Tiens, j'ai ça à faire, ou là, j'ai yoga, ou là, j'ai muscu. Et c'est un créneau qui est bloqué dans l'agenda. À partir du moment où j'ai ça, c'est plus vraiment négociable. Et c'est très productif. Alors ça, pour le coup, je l'ai essayé. Et puis, mes routines ont fait que, voilà, c'est pour ça que je dis je l'ai essayé. Tu vois, c'est du passé. Mais pour le coup, c'est très productif. Et j'ai vraiment besoin de ces séances parce que ça te permet vraiment d'anticiper, de travailler ta vision sur le très long terme, le deep working. Mais quand tu dis je me planifie des blocs, ça veut dire que dans ces blocs, tu as tes propres tâches que tu dois traiter. Ou est-ce que tu te mets, c'est du tasking en fait, c'est-à-dire que tu te mets 30 minutes sur telle tâche. En fait, dans ton créneau, un exemple de 9h midi, 9h-12h,
est-ce que tu te mets des tâches par demi-heure ou est-ce que tu mets un bloc et dans ce bloc, alors tu te réfères à tes notes et tu vas creuser tes différentes tasks? Alors, moi, et ça n'engage que moi, mais je pense que c'est toujours plus facile de faire les choses qui demandent de la concentration le matin ou des choses qui demandent vraiment de la volonté. Donc, moi, je fais un grand bloc, mais par contre, je sais que j'aime pas passer des appels le matin, j'aime pas tout ce qui me demande pas trop d'énergie mentale et qui est plutôt dans le social. Je préfère le faire l'après-midi. Parce qu'on a tous une zone, on va dire, dans la journée où on est plus productif qu'une Exactement. autre. Et ça, il est très, très important à détecter. De bien l'identifier, ouais. Il y a des gens, c'est plutôt le soir. Il y a des gens... c'est rarement... Par contre, je vais vous dire, c'est rarement en revenant de déjeuner à 14h. Hein. Oui, c'est vrai. Là, on a vraiment Moi, un coup de barre, de prendre etc. mes meetings à ce moment-là. Parce que tu vois que les gens ne sont pas dedans, en fait. Exactement. Ils sont en digestion. Et on le sait quand on fait beaucoup, si vous êtes en entreprise et que vous faites des présentations, il y a des créneaux qu'il faut choisir. Et en général, on évite toujours les créneaux, genre juste avant la pause déj ou juste après la pause déj. C'est toujours les pires. Donc, pareil, quand on travaille, hein, c'est OK de se laisser des moments de respiration aussi. On se dit, là, je sais que pendant une demi-heure, peut-être que je vais faire quelque chose où je vais pas avoir besoin d'être acteur. Peut-être que je vais juste lire un truc ou regarder une vidéo que je devais regarder. Mais voilà, se laisser aussi ces moments-là. Pareil pour la planification Google Agenda. Donc moi, je mets vraiment, vraiment tout dedans. Je peux aussi comme ça partager mon calendrier à la personne qui partage ma vie. Comme ça, elle est au courant de ce que j'ai. Il y a tous mes rendez-vous médicaux aussi dedans. Un truc qui est pratique, si vous utilisez des plateformes, typiquement TrainingPeaks, ça interface très bien avec Google Agenda. Donc du coup, moi, directement dans mon Google Agenda, sans aller sur TrainingPeaks, j'ai tout le détail de ma séance qui est déjà comme dans un l'agenda. En fait, exactement. Et c'est un rendez-vous et j'ai le détail de la séance. Le fichier, si c'est par exemple un fractionné, est déjà généré pour ma montre. J'ai pas à programmer sur Garmin à chaque fois toute la séance. Donc en fait, toutes ces automatisations vont éviter de se dire... moi, j'ai souvenir avant, quand j'étais un petit peu moins organisée, que « Ah ouais, tiens, j'ai telle séance à faire. Je vais essayer de la faire entre midi et 2. » Mais en fait, à 11h30, il faut que je commence à programmer sur ma Garmin. Et du coup, je mets les blocs, puis ça marche pas. Puis en fait, genre, il est 12h45, moi, je suis toujours pas partie et je suis en train de galérer. Et en fait, je me dis « Bon, j'irai ce soir. » C'est du vécu. Ça, c'est vraiment... Donc, il y a plein d'outils là et on se parle vraiment de planification et gestion du temps. Mais voilà, hein, ce truc-là de... tout est rentré dans TrainingPeaks. Si on a un coach qui le fait, je pense qu'il y a d'autres apps qui permettent de le faire. Française, peut-être, c'est mieux. Mais moi, je vous le dis pour TrainingPeaks. Mais c'est vrai que je récupérais juste le fichier, .fit. Je le mets dans la Garmin ou dans le Wahoo. Je vais faire ma séance. La séance, elle est bien calibrée. J'évite bien sûr de mettre une séance de 3-4 heures le lundi, alors que je sais que c'est là où je vais avoir le plus de boulot au taf. Et ça marche assez bien. Après, en priorisation, moi, il y a un autre truc qui marche bien pour moi, mais ça dépend des gens. Mais moi, je sais que tant que faire se peut, j'aime bien faire mon sport le plus tôt possible le matin. Quand j'ai des séances de prévues, si c'est des séances qui font 1 heure, 1h30 max, super pratique d'aller s'entraîner directement. Et après, le reste de la journée déroule et on n'a pas le stress de est-ce que je vais avoir le temps, est-ce qu'il n'y a pas des urgences qui vont se mettre. Et du coup, faire toujours les choses les plus importantes. Et si pour vous, l'entraînement, ça prend une part importante parce que vous avez une échéance, parce que vous savez que c'est important pour votre santé mentale, ou juste parce que vous en avez besoin physiquement de vous dépenser, c'est hyper bien si on arrive à la planifier un peu tôt le matin. Là, en plus, l'été arrive, les jours ont rallongé, il fait jour tôt, même aller rouler le matin, moi, je trouve plus agréable de rouler entre... 5h30 aujourd'hui, il fait jour, hein. Quand on donne des départs sur Race Cross Belgium, notamment Race Cross Paris, à 4h du matin, je me suis fait un petit peu... on m'a dit, mais pourquoi tu fais des départs à 4h du matin ? Et bien effectivement, à 5h30, il fait jour et plutôt doux, c'est plutôt agréable, effectivement. Il faut juste avoir les 10 premières minutes du lever qui sont peut-être un peu difficiles, mais une fois que tu as mis la machine en route, franchement, tu te remercies toi-même, quoi. Ouais, vraiment. Enfin, ça, je pense que c'est un vrai ça marche et qu'on n'a pas, nous, trop tendance à le faire en général en France, parce qu'on est plutôt un peuple de lève tard, puis plus on habite en ville, plus on commence le boulot tard, donc plus on se lève tard, et pourtant c'est un truc qui marche très très bien. Il y a moins de monde quand on va circuler à 6h du mat qu'à 18h30 en rentrant, donc si on peut se permettre de le faire, c'est vraiment top en termes de priorisation. Sinon, c'est juste vraiment, vous vous fixez ce créneau, que ce soit à votre pause déj ou le soir, et vous vous y tenez. Le sport, c'est une priorité comme une autre, c'est pas plus ou moins, mais c'est juste important de le faire, ça doit pas passer à la trappe, quoi. C'est vrai que déjà respecter son agenda est important, parce qu'à côté du moment où tu te mets à plus respecter ce que tu as noté, là c'est la porte ouverte, hein, très clairement, mais de mettre effectivement le sport dans tes tâches, ça devrait être
une priorité justement et ne pas se dire le sport passera en dernier et généralement tu dis alors c'est toujours l'échec 16h, 17h, ok 18 puis c'est fini, je ferai demain. Ouais. Et voilà et pour le bien-être et pour la charge mentale, c'est hyper important que le sport, ta séance d'entraînement, sauf si tu prépares de l'ultra et en fait c'est ta journée d'entraînement et non pas ton heure et demie, mais sinon ça devrait être partie intégrante du calendrier. Et après sur la priorisation des tâches, là aussi c'est un vrai challenge où chaque tâche devient une priorité. C'est vraiment très très important de savoir ce qui est urgent et important, pas urgent, pas important. Ça c'est vraiment un travail aussi, hein. C'est vraiment de l'expérience. Ouais. Toi tu structures ton agenda le lundi pour la semaine ou le vendredi pour la semaine à venir. Et quel est ton conseil sur ça? Quelle est ta routine? Alors moi je suis partisane de faire ça le dimanche en général pour la semaine à venir. Sachant que, là, cette année, c'est pas le cas, mais quand notamment j'ai préparé des épreuves d'ultra, moi, je travaillais 40-45 heures semaine, des fois un petit peu plus. Du coup, j'avais pas l'occasion la semaine de faire des grosses séances. Le maximum que je pouvais faire, c'était 2 heures en semaine. Mais j'avais une coach qui travaillait de manière très intelligente et du coup, les week-ends, parce que moi, j'avais pas l'intention non plus de passer 7 heures par jour sur ma selle le samedi et le dimanche et de passer la nuit sur le vélo en plus de ça. Donc, en fait, elle me structurait un entraînement pour partir le samedi en fin d'après-midi, finir très tard, vers 1h du mat, la sortie, dormir 3 heures, me réveiller, repartir tôt le lendemain matin. Et ça me permettait quand même de faire de la vraie sortie longue, de faire du 200-300 bornes à l'entraînement, tout en ayant quand même un peu de samedi matin, un peu de dimanche après-midi. Donc tout peut se faire, hein. C'est pas, tout peut se structurer, mais moi je trouve que ça marche assez bien. Et comment tu t'organises pour intégrer, on en a parlé un petit peu juste avant, mais toi ton conseil, comment tu intègres le cyclisme dans ta routine au quotidien? Déjà faire du vélo pour se déplacer, faire du vélo pour aller bosser, faire du vélo pour aller faire ses courses, essayer de moins toucher à sa voiture si c'est possible, c'est toujours utile. C'est pas forcément les kilomètres d'entraînement, je sais pas ce que Loïc en dirait, je pense que c'est pas les kilomètres les plus intéressants à l'entraînement, mais par contre ça aide quand même beaucoup. L'autre chose qu'on peut faire en plus de ça pour intégrer le vélo dans sa vie quotidienne, c'est, j'en parlais, les pauses déj. Mais si on peut prendre 1 heure pour aller rouler, 1h30 entre midi et 2, c'est super confortable. Et ensuite, tu as commencé à en parler tout à l'heure sur des entraînements courts et efficaces. Il y a aussi le fait d'optimiser les entraînements. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est application, le digital, c'est vrai qu'on parle notamment de Zwift ou d'autres applications. Hein. Je pense que tout le monde a compris, notamment avec le confinement, que tu pouvais t'entraîner de manière beaucoup plus efficace. Hein. Il y a plusieurs années de cela, on parlait de kilomètres accumulés, il fallait passer un certain nombre d'heures de selle sur le vélo pour être en forme, sans vraiment regarder la qualité. Aujourd'hui, on est vraiment sur de la qualité. D'ailleurs, les professionnels s'entraînent beaucoup moins qu'avant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça, justement, l'optimisation des entraînements? Ouais, on pourra en reparler à l'occasion avec Loïc, mais c'est vrai que des entraînements qui sont courts, efficaces, à haute intensité, où on maximise les bénéfices de l'entraînement sans y passer trop de temps, ça marche vraiment très très bien. Soit il y a des applications qui proposent des programmes. La plupart des applications aujourd'hui, quand on leur dit j'ai tant de temps par semaine, je peux faire ça, on a des programmes assez adaptés. Moi, je reste hyper convaincue du fait que le coaching, c'est vraiment vraiment trop bien. Pas que parce que ça nous prépare bien, ça nous sécurise et tous ces aspects-là, mais aussi parce qu'aujourd'hui, on parle d'équilibre travail-vie-cyclisme et d'avoir quelqu'un qui gère ça, c'est d'un confort incroyable et c'est vraiment quelqu'un qui va s'adapter à vos contraintes, qui, si un jour ça marche pas parce que finalement, tiens, il y a moins de temps que prévu, ou tiens, il fait un temps pourri, puis moi j'avais 5 heures à faire dehors, c'est quelqu'un qui réfléchit ça pour vous, qui optimise pour vous. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment trop bien, quoi. L'autre optimisation aussi importante, mais je pense que ça, on y est quasiment tous passés depuis le Covid, c'est le home trainer. Hein. Le home trainer, on voit bien qu'en termes de gain de temps et en termes de progression, on a passé des mois enfermés à faire du home trainer. On est sorti du Covid. Moi, perso, j'étais quand même assez fitée. J'étais assez contente, quoi. Je pense que même que beaucoup de personnes ont gagné des watts puisqu'ils ont découvert comment tu structurais ton entraînement, en fait. Tout à fait. Et qu'il suffisait pas juste de te mettre sur le home trainer, de pédaler 30 minutes. Oui. Mais vraiment d'avoir un entraînement structuré, ce que proposent certaines plateformes. Alors Loïc, bien évidemment, sur la capsule Parole de coach, qui a un grand succès. Il est d'ailleurs, depuis qu'il fait du podcast, il est débordé par les appels de coaching.
Mais c'est vrai que vous pouvez, ne serait-ce que sur les plateformes, trouver des programmes d'entraînement qui peuvent vous permettre de structurer votre entraînement et d'être beaucoup, beaucoup plus efficace. Mais il y a quelque chose qui, pour moi, est très, très important quand on parle d'équilibre, vie professionnelle, vie cycliste, vie de famille, c'est la flexibilité et le fait de s'adapter aux changements, de s'adapter aux différentes situations. Tout à fait. C'est vrai que le fait d'avoir des horaires flexibles, toi et moi, on le voit, mais parce qu'on est entrepreneur et du coup, on peut quand même négocier avec nous-mêmes nos horaires. Si au travail, c'est possible, je sais que de plus en plus d'entreprises quand même permettent ça. Essayer justement d'optimiser son agenda pour trouver des moments pour s'entraîner. Donc, comme on le disait, soit peut-être arriver un quart d'heure, une demi-heure plus tard le matin, mais avoir pu s'entraîner avant, ou prendre le temps vraiment, quand on a 2 heures à la pause déjeuner, on peut vraiment bien s'entraîner, ou si on préfère finir à 16 heures pour pouvoir aller s'entraîner avant que la vie familiale reprenne. Mais c'est vrai que la flexibilité en termes d'horaire, elle est importante. L'autre chose aussi qu'il faut garder en tête, c'est qu'on peut adapter ses séances. Donc là, encore une fois, si on a un coach qui nous aide, c'est vraiment, vraiment parfait. Après, l'idée, c'est pas de se rajouter cette charge mentale permanente de aujourd'hui, en fait, tout dégénère et en plus, j'ai cette séance à faire. C'est si vraiment elle passe pas, elle passe pas. Par contre, c'est ok de louper un jour, c'est beaucoup moins ok d'en louper 2. Et je pense que ça, c'est un truc à garder en tête aussi quand on est dans une logique de progression. On peut tous louper un jour. Par contre, il faut que le lendemain, on revienne en selle. Mais voilà, on peut prendre le temps. Et puis, des fois, il vaut mieux faire un petit entraînement. Tant pis, il y avait 2 heures de prévu, on n'a pas le temps. Vaut mieux faire quand même 30 minutes que rien du tout. Ou vaut mieux sortir marcher que rien du tout. C'est toujours ce truc-là aussi de rester un peu en activité, quoi. Moi, je prends juste quelques minutes pour parler de l'épisode qu'on avait fait avec Marion sur la bigorexie, parce que ça me fait penser à ça, le fait d'être flexible et de s'adapter. Je pense qu'on est beaucoup de cyclistes, beaucoup de sportifs à avoir été à un moment donné dans sa carrière, pas tout le temps, sinon je pense que ces gens se reconnaissent, et là il faut être accompagné. On a été à un moment donné tous, on dit bigorex, c'est ça? Quand tu souffres de bigorexie? Je ne sais voilà, pas. Écoute, n'hésitez pas à nous envoyer à savoir qu'est-ce que l'on est quand on a souffre de bigorexie. Donc, on est peut-être bigorex, je ne sais pas, je me trompe peut-être. On est bigorex. Voilà. Personne atteinte de bigorexie. Je pense l'avoir été à un moment donné où c'est un véritable traumatisme. Quand tu avais prévu de t'entraîner 90 minutes, puis finalement tu peux pas, c'est la fin du monde. Alors qu'en fait, c'est totalement ridicule avec le recul. Mais ça, c'est très, très difficile, le fait de prendre du recul, de la hauteur, de se dire... c'est que du vélo. Si je rate 1h30, je le ferai demain ou je la ferai après-demain. Et puis, c'est pas grave. Tu vois. Et je pense que cette flexibilité-là, c'est un signe de savoir si on n'est plus dans le plaisir, quelque part. Tu vois, la notion de plaisir aussi dans le sport, elle doit être permanente. Et si tu n'as plus plaisir, mais si ça provoque plus un stress qu'autre chose, ça doit être une alerte. Je sais pas ce que tu en penses sur ça. Tout à fait. Après, moi, j'ai jamais eu trop, je vais être très honnête, j'ai jamais eu trop ce problème-là. J'ai plutôt le problème inverse où moi, j'aime bien chiller quand même. Et où du coup, moi, tenir mes semaines d'entraînement en entier, etc. Et c'est pour ça que moi, alors, partie inverse, mais ça m'a beaucoup aidé d'avoir des coachs pour ça. Parce que ça me donnait une autre personne qui me structurait et qui aussi me disait, quand je loupais un entraînement, en fait, au lieu de rentrer dans ce truc de je m'en veux, je suis nulle, je vais jamais y arriver, juste que la personne en face te dise non, mais ça, c'est pas très grave, on va refaire comme ça. Ne serait-ce que quand tu as un programme d'entraînement qui te dit que ce jour-là, tu dois te reposer et que par culpabilité, tu ne te reposes pas, mais tu vas rouler. Là, les coachs, et notamment Loïc, si vous écoutez la capsule, il le dit, il l'a déjà dit. Lui, c'est un signe pour lui. C'est-à-dire qu'il prend contact avec son athlète, il va lui dire, mais en fait, pourquoi tu es allé te rajouter 3 heures ou 4 heures ou 2 heures d'intensif alors que tu étais très bien, en fait, tu vois. Et ça, c'est important. Ouais, je pense que voilà, c'est pour ça que déléguer aussi parfois son entraînement dans un sens comme dans l'autre, ça peut être que positif en termes d'équilibre. Et puis on parle d'équilibre, donc là aussi ce qui est très important, c'est la famille, c'est-à-dire trouver du plaisir dans son sport, mais aussi la manière dont tu vis en famille. Là aussi, est-ce que tu as des conseils, Camille, pour bien équilibrer, bien combiner la vie familiale et la vie sportive? Ouais, moi je pense que c'est essentiel. On fait un sport qui est très chronophage et du coup, si on peut le partager avec sa famille, c'est super important. C'est chouette de faire les sorties longues le week-end, etc. Mais c'est aussi chouette de se garder des créneaux pour faire des sorties en famille, pour partager sa passion.
Moi, je sais que là, je prépare mon diplôme de monitrice de vélo et du coup, j'ai l'occasion d'encadrer des familles, d'encadrer des gens qui ne sont justement pas du tout à un niveau compétition. Et j'ai notamment des femmes qui osent même pas aller rouler avec leur compagnon parce qu'elles se disent non, il est trop fort, donc elles passent par ces séances-là où moi, je les prépare pour qu'ensuite elles puissent aller rouler avec leurs compagnons. Et voilà, moi, je trouve ça à la fois hyper chouette de pouvoir le faire, mais vous pouvez aussi partir à la journée avec votre famille, leur apprendre, leur partager votre sport. Vous pouvez aussi leur offrir ça si vous avez d'autres choses à faire. Mais c'est vrai qu'en vacances, si vous voulez aller rider toute la journée, vous pouvez dire attendez, là, je vous prends un moniteur, une monitrice pour la journée. Et comme ça, ils apprennent un peu les bases et vous pouvez vous entraîner. Et puis la fois d'après, quand vous allez rouler, tout le monde va être à l'aise, tout le monde va être content. Vous n'allez pas avoir à endosser cette posture d'encadrant si vous n'avez pas envie de l'apprendre. Et en même temps, votre famille va apprendre un peu à rouler en toute sécurité. Et après, il y a un autre sujet, je pense, qui est important, c'est de partager les activités. Moi, j'ai vu beaucoup, notamment en triathlon, de femmes de coureurs qui attendent au bord du parc vélo le matin à 5h du mat à Nice avec la pompe à la main pendant que leurs mecs partent. Et en fait, moi, je me dis, c'est bien aussi de devenir acteur ou actrice du sujet. Les courses, en ce moment, les petites courses locales, elles manquent cruellement de bénévoles. Il y a beaucoup d'événements qui sont annulés. Et si, en fait, la famille aime bien le sport que vous pratiquez et est OK pour venir faire ça, peut-être que eux peuvent venir filer un coup de main sur la course et puis vous voir au bord de la route. Et puis la fois d'après, si votre femme, elle veut faire une course ou si vos enfants vont faire une course, c'est vous qui allez être dans ce rôle-là. Mais c'est vraiment, je pense qu'il faut sortir un peu du plaisir égoïste si on veut trouver l'équilibre en disant, moi, c'est vraiment le sport que j'aime, c'est ça qui me fait vibrer. Et si les gens veulent le partager avec vous, qu'ils puissent, ou sinon qu'ils puissent au moins faire partie de la vie associative qu'il y a autour du vélo. Je pense que c'est une très très bonne façon de vivre vélo en famille, quoi. Ouais, c'est un très bon point que tu soulèves, et c'est vrai que quand tu expliques que généralement la compagne attend avec la pompe à vélo à côté, ça me fait penser à Victoria qui avait créé le compte Iron Wife. Ma Victoria, je l'aime tant. Sur Instagram, et franchement, c'est excellent. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle à quelques reprises. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'avais pu faire un premier épisode avec Manon Genet, puisqu'elle l'accompagnait à ce moment-là, et on avait discuté justement de la vie de femmes de triathlètes, et les anecdotes, c'est à mourir de rire. Donc, mais ça va aussi dans l'autre sens, bien évidemment. Et donc, je vous invite à suivre ce compte. Et ce que tu as soulevé également au niveau des bénévoles, nous, on a, sur les Race Cross Series, on a de nombreuses personnes qui viennent faire bénévole sur l'épreuve parce que la compagne ou le compagnon est un participant ou une participante. Et ça permet justement de participer et de faire vivre aussi l'événement. Donc c'est un très bon point que tu soulèves et je vous encourage également à le faire. Et puis aujourd'hui, on est en 2024, Camille. Est-ce que la technologie ne permet pas, tu parlais de Google, on parlait des applications connectées également pour les applications d'entraînement, de training comme Zwift ou autres, Strava sur les segments, sur ton carnet d'entraînement digital. Est-ce qu'aujourd'hui, la technologie peut aider à mieux trouver son équilibre travail-vie sportive ? Je pense que oui, je pense que ça peut être vraiment, vraiment le cas. Moi, encore une fois, mon calendrier Google, c'est mon deuxième cerveau. S'il n'est pas là, je ne sais même pas comment je fais. Je mets des rappels la veille des choses que j'ai à faire. Je mets des rappels un quart d'heure avant. Tu l'as paramétré ? Ouais, vraiment, ça se paramètre hyper bien, c'est facile, ça va vite. Je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans le trop plein d'applications et de choses, parce qu'on peut procrastiner en voulant trop bien faire aussi. Mais voilà, le calendrier Google, ça marche bien. Todoist, qui est une application pour faire des to-do, ça marche bien. Trello sur la partie gestion de projet. Entraînement, ça marche. Enfin voilà, ça c'est vraiment des outils de bureautique, mais qui peuvent s'adapter à cet équilibre vie perso, vie pro, vie sportive. Après, c'est sûr que les applications de cyclisme, Strava, pour se fixer des objectifs par semaine, c'est super bien. Moi, Training Peaks, vraiment pour toute la partie coaching, je trouve ça très bien. Zwift, c'est au top pour structurer les entraînements et très très ludique, je trouve, pour faire du home trainer. Donc aujourd'hui, il y a plein de choses. À vous de tester aussi ce que vous aimez et ce qui marche pour vous. Faut découvrir, mais moi, je suis très simple. C'est juste un calendrier Google, Strava, Zwift et Garmin Connect et Training Peaks et basta, quoi. Ouais, moi je rajouterais Nolio, qui est alors effectivement, Strava pour moi c'est le carnet digital d'entraînement. Voilà, je vais pas avoir forcément mes segments,
Mais par contre, ça me permet d'avoir un historique de mes parcours. J'ai aussi Komoot. J'utilise Komoot pour planifier les parcours parce que c'est vrai qu'ils ont une plateforme Moi quand aussi, même. c'est vrai. Ils ont progressé. Ils ont progressé sur ça. Et pour planifier aujourd'hui un ride, alors malheureusement avec un bras cassé, je peux pas. Mais quand j'aurai à nouveau la possibilité de rouler ou par le passé, je planifiais via Komoot. Et c'est très bien parce que tu peux te rendre compte de là où tu passes avec les petits points et ça t'ouvre les images et comme ça tu te rends compte du terrain. Donc c'est un mix de Komoot. Pour moi, planifier, c'est Komoot. Carnet d'entraînement digital, c'est Strava. Zwift, effectivement, qui pour moi, loin devant tout ce qui se pratique puisque j'ai testé. Mais pour moi, Zwift, c'est de la gamification et franchement, c'est génial. Clairement. J'aurais jamais imaginé pouvoir faire 3 heures de Zwift avant et pourtant, tu le fais et tu as vraiment travaillé de manière très intensive et tu progresses. Voilà. Après, j'ai Nolio qui est pour moi le carnet, qui est pour moi là où je centralise mes programmes d'entraînement, où là c'est vraiment un programme suivi par un coach et là j'utilise Nolio et après Garmin Connect pour mon compteur, donc on est plutôt digital et j'utilise également Google, mais je pense que je ne suis pas encore assez dans l'optimisation de tous les outils parce que Google c'est un truc de ouf, tout ce que tu peux faire avec quoi. Ouais, vraiment incroyable. l'outil Google Calendrier et Google Agenda, je crois que ça s'appelle. Toutes les applis Google avec lesquelles tu peux... Tout marche. Tu as une appli qui s'appelle Google Tasks aussi qui te permet de faire des to-do. Moi, je fais des to-do list. Bon, je suis psycho-rigide. J'ai des to-do list thématiques par sujet. Donc là, je passe mon BPGEPS. Donc, j'ai ma to-do list BPGEPS. J'ai ma to-do list Google Tasks. Du coup, c'est pas très visuel, mais je montre à Arnaud en direct. Et c'est là où moi, je suis très mauvais. C'est que pour moi, chaque tâche est importante. Tu peux avoir toutes tes tâches, les datées, elles viennent directement en fait, dans ton agenda. Avec des rappels si c'est des choses précises. C'est là où il faut, Plus, j'ai aussi tous les anniversaires. C'est si vous voulez être un excellent ami, un excellent membre de la famille. Moi j'ai ma fille pour ça. Elle est très très forte. Là pour le coup, elle est incollable. Tous les anniversaires sont également programmés comme ça. J'ai même pas besoin d'avoir Facebook. Alors là, tu vois, je pense à une question sur les enfants. Tu vas bientôt savoir ce que c'est. C'est quand on a beaucoup de déplacements, je pense aux personnes qui nous écoutent et qui ont beaucoup de déplacements à faire et qui, entre tous ces déplacements, quand on rentre à la maison, on a aussi ces entraînements parfois, ou ces sorties avec ces rides de solo ou en groupe. Est-ce que tu as une idée pour que les enfants, parce que ça les perturbe énormément également, nous on parle de trouver l'équilibre vie perso, vie pro, faire des activités avec la famille, mais il y a aussi les absences parfois, suite à une compétition aussi. Est-ce que tu as une astuce sur ça? Moi je te partagerai la mienne après, mais toi est-ce que tu as une... Je te colle un peu là, parce qu'on n'avait pas prévu. Tu n'en as pas encore, mais tu vas forcément y travailler. Comme tu l'as dit, psychorigide avec des tasks et tout, forcément avec un enfant qui arrive, tu vas devoir travailler sur ça. Alors moi l'idée que j'ai eue, c'est vrai que j'ai cumulé en fait. J'ai cumulé toutes mes semaines, mes journées, mes semaines d'absence dans l'année. Ça représente quasiment 4 mois. Wow. Entre les Race Across Series, les enregistrements de podcasts, les reconnaissances de terrain, les déplacements pour honorer des deals avec des partenaires ou avec des villes, aller valider des installations, enfin bref, ça représente à peu près 4 mois. Et ça, des enfants en bas âge, ils ont du mal à comprendre cette absence. Donc en fait, j'ai un immense calendrier très visible chez moi, où j'ai toute l'année. Parce que les Race Across Series, je connais les dates. Les déplacements, je peux anticiper les dates. Tu vois. Et donc, j'ai, avec des codes couleurs, mes absences de plusieurs jours, mes absences aller-retour dans la journée. Tu vois, un aller-retour à Montpellier, un aller-retour à Lausanne, un aller-retour à Turin pour 2025, par exemple. Un aller-retour à Paris pour un enregistrement de podcast. Et donc, je pense que ça permet à l'enfant de se projeter et de ne pas être surpris d'une absence, tu vois. Alors, on explique tout ça, on explique un petit peu les règles. Mais par exemple, un jour en bleu, ça veut dire que je pars le matin, mais je rentre le soir. Voilà. Alors, parfois, je pars un petit peu plus tôt, je ne peux pas les accompagner à l'école, et parfois, je rentre un petit peu plus tard, mais je suis là pour le coucher. Et le rouge, c'est là où je suis absent plusieurs jours, comme pour les Race Across Series, où là, c'est 7 jours d'affilée. Et en jaune, ce sont les moments qu'on a choisis ensemble pour passer un temps en famille, tu vois. Un week-end prolongé, une journée. Et donc comme ça permet d'avoir, avec ce code couleur, une vision, non pas de la journée ou de la semaine, mais vraiment au semestre. Ouais, puis c'est intéressant parce que tu les rends vachement acteurs de la situation et pas subir et pas...
les enfants ont quand même pas la même conception que Tout à nous fait. du temps. Donc, depuis décembre, le planning c'est bien, à l'année. C'est une très bonne idée. Le Merci planning beaucoup. à l'année est affiché, donc depuis décembre, début janvier, ils savent qu'effectivement, fin juin, Race Cross seras pas là. France, 15 jours, je suis pas là. Race Cross Paris, Race Cross Suisse. Et dans tout ça, il y a aussi le temps familial, où là, il y a la certitude où on passe du temps Que ensemble. vous allez être ensemble. Ouais, c'est hyper bien. Ok, Si vous avez d'autres on va astuces, faire ça. n'hésitez pas à nous Partagez partager ça les sur les commentaires des différents réseaux, sur le site Dans la tête d'un cycliste. Mais au milieu de tout ça, Camille, comment est-ce qu'on garde sa motivation quand tout est bien cadré comme ça? Je pense que le dernier point qu'on peut évoquer, c'est vraiment comment est-ce qu'on se repose, comment est-ce qu'on va récupérer et comment est-ce qu'on s'assure de ne pas être surmené. Préparer des courses, que ce soit de l'ultra ou non d'ailleurs, c'est quand même une Bien sûr. charge en plus. Et je pense qu'il faut quand même s'assurer de bien se reposer. On en revient à ça, mais c'est vrai que moi, je pense qu'à minima, 1 jour par semaine, vraiment off. Ouais. C'est essentiel. Je vois même pas comment est-ce qu'on arrive à tenir sur le long terme. Alors, tu peux le faire sur du court terme, mais sur du long terme, là-dessus, c'est pareil. C'est une question de santé, de charge mentale, de santé mentale. C'est impossible. Et je pense que personne aujourd'hui qui nous écoute peut nous dire moi, ça fait 15 ans que je bosse 7-7 et c'est impossible. Ça peut être sur de la courte durée. Et encore, il faut connaître la date finale de cette série. C'est-à-dire que tu peux te dire, là, je suis à bloc. Effectivement, je ne compte pas mes heures parce que c'est important, c'est nécessaire de le faire. Ça vaut le coup, mais c'est sur un certain nombre de jours ou une certaine période. Sinon, c'est pas viable. Et j'ai typiquement des exemples de personnes que je suis dans le cadre de consultations naturopathiques, dont une personne qui m'a avoué que ça faisait plus de 2 ans qu'il n'avait pas pris une journée off, que ce soit en travail, entraînement, etc. Et voilà, après, pour moi, c'est très simple. J'ai un premier axe de travail qui est très clair et c'est juste comment est-ce qu'on arrive juste une journée par semaine à ne pas allumer l'ordi, ne pas monter sur le vélo et juste on reste à la maison. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien et qu'on chill devant Netflix. Il y a plein de choses qu'on peut aller faire, mais c'est juste comment est-ce qu'on sort du cadre, comment est-ce qu'on fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et je pense que à tous les niveaux, pour soi, pour sa famille, pour son travail, pour ses capacités physiques, si on ne sait pas faire ça, ça va pas tenir, quoi. Ouais, y a un moment donné, il va y avoir des alertes. Là aussi, il faut savoir capter les alertes et jusqu'à l'incident. Après, plus ou moins grave, mais dans la durée, effectivement, d'être toujours à 100%, que d'un côté ou d'un autre, fait que l'autre côté sera totalement déséquilibré. Et dans la durée, ça ne sera pas bon. Et ça peut avoir des conséquences très difficiles, très négatives pour la santé de la personne. On arrive sur la fin de l'épisode. Camille, qui a été très dense, très intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire en conclusion de cet épisode sur l'équilibre travail, vie professionnelle, vie sportive? Je vous invite vraiment à creuser, à tester ce qui marche pour vous dans toutes les solutions qu'on a évoquées. Il n'y a pas une solution qui marche pour tout le monde, sinon ça se saurait. Mais en tout cas, voilà, moi je suis hyper intéressée aussi par vos routines, vos solutions, vos exercices. On avait parlé de la sophrologie notamment, on a fait un épisode là-dessus. Donc si vous voulez le réécouter, et c'est peut-être une piste aussi, la méditation. Ça aide beaucoup à structurer le cerveau et ça aide à mieux structurer son temps. Moi je sais qu'il y a toujours cet effet, genre ça me nettoie de l'intérieur et après j'y vois plus clair. Et je pense que là, c'est pas quelque chose... Aujourd'hui, on a été vraiment dans le comment est-ce qu'on fait. Et je pense que pour apprendre à faire, des fois, il faut apprendre à prendre du recul. Donc, n'hésitez pas à faire un tout petit peu ça. Et puis, à nous partager vos astuces sur comment vous gérez tout ça avec votre famille, avec vos amis, avec vos proches. Ou s'il y a des points sur lesquels vous êtes bloqués, dites-le nous. Et puis, on essaiera d'y réfléchir dans un prochain épisode. Merci Camille pour tous ces conseils, toutes ces astuces. C'est vrai que moi je pense que c'est la quête d'une vie, trouver l'équilibre et la sérénité entre la vie pro, la vie perso et la vie sportive. Personnellement, c'est mon objectif de vie en tout cas et j'en suis bien loin. Je ne suis pas un exemple sur beaucoup de sujets. Un grand merci à toi et puis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un cycliste. À bientôt, salut.